Bonjour et bienvenue dans votre JDV 100% Dracénie, de l'info, du sport et de la culture présenté pour vous chaque vendredi. Voici les titres de ce jour. Alexandre, un héliciculteur passionné dès son plus jeune âge, nous a ouvert les portes de son élevage d'escargots. Des plantes résistantes au froid et à la sécheresse de l'été, c'est ce que nos reporters sont allés chercher cette semaine pour vous faire découvrir une pépinière pas comme les autres. Et pour finir, vous allez découvrir de suite un petit extrait de notre émission Culture D avec un passionné de cinéma et de 7e art. Robert Flores est notre invité dans Culture D, présenté par Sylvain. Bonjour Robert Flores, bienvenue dans cette émission. Bonjour Sylvain, merci de m'accueillir. Donc, vous êtes le directeur du festival départemental de cinéma d'auteur qui va se tenir à partir du 14 novembre. Donc, je rappelle vite fait, mais en fait, vous avez déjà réalisé 2 festivals en 2019 et en 2022. Donc, le premier, c'était sur Christian Philibert. Le deuxième, c'était une rétrospective sur Robert Guédiguian, sur la filmographie de Robert Guédiguian. Donc, cette année, ce sera une rétrospective sur la filmographie de Bertrand Tavernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est construite cette rétrospective sur Bertrand Tavernier ? Alors, déjà, il faut rappeler le principe de notre festival, puisque, comme vous l'avez cité tout à l'heure, on a commencé par Christian Philibert, puis Robert Guédiguian, et aujourd'hui Bertrand Tavernier. En fait, l'un des axes de développement de notre festival, c'est de partir du local et d'aller vers l'international. Donc on est parti d'un cinéaste varois qui s'appelle Christian Philibert, qui est né à Brignoles, et on s'est intéressé à son œuvre. C'est un réalisateur qui est connu régionalement, qui est connu aussi nationalement, mais qui a souhaité travailler sur la Provence en général, et l'histoire de la Provence. Voilà. Donc on a commencé par un réalisateur local, on va dire. Et l'année suivante, on a dit, on va passer maintenant à l'échelon géographique supérieur qui est, on s'est dit, qui est-ce qu'il y a autour, dans la Provence et autour du Var ? Il y a les Bouches-du-Rhône et il y a notamment Robert Guédiguian, connu lui aussi en Provence, mais aussi internationalement. Et donc cette année, Bertrand Tavernier, c'est-à-dire qu'on élargit à nouveau notre rayon d'activité, en convoquant l'œuvre de Bertrand Tavernier, qui est lyonnais, et qui a cette dimension française, mais qui est aussi très connue et qui a eu un développement cinématographique international, qui est connu dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu sa filmographie pour des néophytes de son œuvre, en fait, des gens qui voudraient assister au festival, mais qui ne connaissent absolument rien de Bertrand Tavernier ? Alors, Bertrand Tavernier est décrit comme un ogre au sens où il avait une avidité de connaître, de savoir, d'apprendre dans tous les domaines, musique, cinéma surtout. Il connaît le cinéma international comme personne ne le connaît. Il avait envie de s'intéresser à tous les thèmes de société. C'était un homme qui était en lutte contre toutes les injustices, que ce soit au niveau des sans-papiers, au niveau des instituteurs, des professeurs d'école. Voilà, il s'est battu un peu sur tous les combats. Et je dirais qu'il a un parcours, il a une œuvre qui est très éclectique. Donc je rappelle juste que mardi 14 novembre, c'est l'ouverture du festival, avec donc c'est dès 13h30 un premier film projeté, donc qui sera La vie et rien d'autre dont vous avez parlé. Tout à fait. Ensuite à 17h15, donc tout ça ce sera à l'auditorium de Draguignan. Oui. À 17h15, il y aura la cérémonie d'ouverture, présidée par le maire de Draguignan, Richard Strambio, déjà en présence de Frédéric Bourboulon. Donc. Oui. Et donc ensuite, il suivra la projection de son autre film, Capitaine Conan, c'est ça ? Et il y a aussi juste avant une animation musicale, c'est ça ? Voilà, il y a à la fois un quartet musical qui sera composé de 2 membres de notre équipe, donc Gérard Michaelian et Daniel Leclerc, et puis il y aura un pianiste et un flûtiste qui vont interpréter des œuvres de jazz à partir de la musicographie des films de Bertrand Tavernier. Voilà. Et ce quartet va se produire à chaque fois que possible. Donc il est prévu à l'Orgue, il est prévu à Salerne, il est prévu à Fréjus, à Saint-Maximin. Voilà, donc
ce quartet, on l'attend avec impatience. Et puis, il y aura aussi le buffet qui est prévu après le quartet. Hein. Voilà. Et en fin de soirée, 19h30, Capitaine Conan. Donc les deux films sur la guerre de 14-18, à Draguignan pour l'ouverture, en présence des autorités. On attend un certain nombre de représentants élus des mairies qui nous accueillent. Donc il y aura le maire de l'Orgue, je crois. Il y aura au moins la première adjointe de la ville de Salerne, Richard Strambio, maire de Draguignan et président de l'agglomération, sera présent aussi, et un certain nombre d'autres personnalités. Merci beaucoup Robert Flores et bon festival. Merci Sylvain, à la prochaine. Avec près de 30 000 tonnes d'escargots chaque année, la France demeure plus que jamais le premier consommateur au monde. Nous sommes allés à la rencontre d'Alexandre, un héliciculteur passionné dès son plus jeune âge, situé dans la commune de Calas. Il nous a ouvert les portes de son élevage d'escargots afin de mieux comprendre cette espèce phare dans le marché alimentaire et cosmétique. Un reportage de Maïli Lorenzati, Sylvain Rosadini et Dylan Merlot. Avec près de 30 000 tonnes d'escargots chaque année, la France demeure plus que jamais le premier consommateur au monde. Nous sommes allés à la rencontre d'Alexandre, un héliciculteur passionné dès son plus jeune âge, situé dans la commune de Calas. Quand on parle des escargots, c'est quelque chose d'intergénérationnel. Qu'on soit un ancien ou qu'on soit un jeune, on se rappelle les avoir fait quand il pleuvait avec nos grands-parents ou avec le tonton, la tata. C'est quelque chose qui du coup amène une grande convivialité. Et moi, c'est vrai que c'était un métier que je ne pensais pas pouvoir faire de par l'évolution du monde actuel, mais avec certaines directives, certains choix, j'ai réussi à me mettre en place, tomber sur la mairie de Calas qui est exceptionnelle, qui permet aussi de nous accompagner là-dedans et qui a permis la création de ce projet. Il faut savoir qu'aux dernières nouvelles, je crois qu'on est 200, entre 200 et 300 héliciculteurs. En France, la plupart de mes collègues, bien évidemment, ils sont plus postés sur un centre France, puisqu'ici dans le Var, ça reste quand même très improbable d'avoir quelqu'un qui fait des escargots. Ici, surtout dans le sud Var, où on va avoir des températures et un taux d'hygrométrie très faible. Malgré ça, on va proposer les 3 variétés d'escargots. Le petit gris, donc l'Helix aspersa aspersa, le gros gris, l'Aspersa maxima, et celui qu'on appelle le Bourgogne, donc l'Helix pomatia. C'est des escargots qui ont des taux de mortalité très hauts. Malgré ça, l'agroforesterie, donc la manière de cultiver ici que je mets en place chaque jour, leur permet de créer, leur permet tout simplement de finir leur cercle vertueux. Donc sur le petit gris, le gros gris, il faut compter à peu près 12 mois d'élevage plein pour avoir un escargot qui soit à taille de consommation. Et à contrario, sur le Pomatia, donc le Bourgogne, on va être sur quelque chose qui va monter à 24 mois d'élevage pour avoir un escargot qui fait entre 10-15 grammes, on va dire en moyenne. Donc on est sur des gros bestiaux. Pour les gourmands, là on va vraiment être sur un goût boisé, avoir quelque chose de très prononcé. Et c'est aussi ce qui est présent sur le petit gris et le gros gris et ce qui fait ma renommée, tout simplement auprès des différents chefs restaurateurs. Parce que ici, le fait de ne pas donner à manger à l'escargot, mais de prendre soin de son environnement pour que lui ait les éléments suffisants pour se développer, pour avoir de l'humidité, pour avoir la nourriture. Gustativement parlant, à la fin, ça se ressent de manière exceptionnelle. L'élevage d'escargots, ou héliciculture, est une activité très délicate car l'espèce reste très fragile, avec un taux de mortalité autour des 50%, dû le plus souvent par les prédateurs. Du coup, je vais travailler de nuit, ce qui est des plages horaires assez complexes, qui demandent du coup une présence aussi très particulière, notamment due après aux prédateurs, avec, comme on en parlait tout à l'heure, les sangliers, qui est le numéro 1, où là, on a la chance d'avoir une équipe de chasse à Calas qui est extrêmement bienveillante et qui va prendre soin de l'espace forestier pour me permettre de travailler en sérénité, tout simplement, où après on va découler avec les différents rongeurs, les oiseaux qui peuvent nous poser des problématiques. Là on est dans un espace de pondoir vraiment pur et dur. De la belle feuille, une belle terre très aérée, beaucoup d'humidité.
L'organe blanc qu'on peut voir là, en fait, c'est ça la reproduction. Et c'est grâce à ça qu'ils font leur échange. Tous les escargots qui sont proposés à la sortie de l'Espigaou sont cuisinés. Donc là, pour le moment, les investissements font que je n'ai pas le laboratoire ici sur place, donc je vais louer, mais je vais transformer mes escargots. Donc en fait, lorsque je vais livrer le chef restaurateur, c'est des escargots qui sont déjà parés, décoquillés, cuits, qui ont pris un court bouillon avec un très grand nombre d'heures, puisqu'on est sur les recettes de papy-mamie, qui sont très strictes, où on a des règles à suivre pour que, qualitativement parlant, à la fin, on ait un escargot qui soit exceptionnel. Et cette année particulièrement, on a dissocié une partie, donc il y a la gastronomie, mais il y a désormais la cosmétique, avec le savon à la bave d'escargot qui a des propriétés qui sont fabuleuses et une crème de nuit qui est en train d'arriver le temps que les certifications tombent au fur et à mesure et qu'on ait les faux verts pour pouvoir vous le proposer à la vente, tout simplement. Sur les traces d'escargots, l'histoire continue en vivant à son rythme sans en avoir à en baver. Allez, à présent, proche du village de Sillan-la-Cascade, il existe une pépinière pas comme les autres, où les plantes résistent aux fortes sécheresses de l'été et aux grands froids de l'hiver. Isabelle et Benoît nous ont ouvert les portes de leur pépinière de l'Armalette, travaillant avec le label végétal local qui atteste de l'origine des graines prélevées dans les zones géographiques établies par l'Agence de biodiversité. Un reportage de Sylvain Rosadini. Proche du village de Sillan-la-Cascade, au détour d'un chemin, il existe une pépinière pas comme les autres où les plantes résistent aux fortes sécheresses de l'été et aux froids rudes de l'hiver. On a créé notre pépinière il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. On propose des plantes méditerranéennes qui résistent au froid et à la sécheresse. Beaucoup sont des espèces botaniques, peu sont des espèces horticoles et elles sont destinées à faire des jardins le plus naturel possible. Donc ce sont des plantes entre guillemets qu'on va dire un peu sauvages. Je pense que c'est indispensable que l'on repense le jardin par rapport aux sécheresses pour économiser l'eau. Et donc il faut prendre à chaque fois des plantes qui puissent bien s'adapter à nos nouvelles conditions climatiques, surtout estivales, ces longues sécheresses qui durent 3 à 4 mois. Isabelle et Benoît travaillent avec le label végétal local, qui est un outil de traçabilité des plantes selon des zones géographiques établies par l'Agence de la biodiversité. Là, vous voyez des jeunes semis, vous voyez des jeunes levées. Donc, dans le cadre, par exemple, de la marque végétale locale, on ne travaille qu'à partir de semences, que ce soit de l'arbuste ou de la vivace, puisque c'est dans notre cahier des charges. Et nous, ça fait très longtemps que nous travaillons de cette façon-là. Dans leur jardin expérimental, ils cultivent des plantes qui s'épanouissent dans un climat méditerranéen. Donc ça, c'est l'armoise arborescente. C'est une méditerranéenne. Elle est très intéressante pour son feuillage et particulièrement sa résistance à la sécheresse. On la taille une fois par an et on garde une boule de feuillage très très claire toute l'année. Les plantes sélectionnées se développent dans des conditions optimales grâce à des pots anti-chignons. C'est une jeune myrte. Elle a été rempotée dans un pot d'1,4 litre anti-chignon. Ce pot anti-chignon permet aux racines de se développer bien à la verticale et évite le chignonnage. Ce qui fait que ça optimise l'enracinement de la plante au moment où elle sera plantée dans le sol. La pépinière de l'Armalette s'inscrit dans une tradition de respect de la nature et de valorisation des plantes que l'on trouve à l'état sauvage dans notre région. Le savoir-faire du paysagiste permettra de sublimer des plantes qui s'adaptent aux conséquences du changement climatique. Dans l'agenda de ce week-end, on termine la semaine au théâtre de l'Esplanade à Draguignan avec un concert de Team Dup, un grand résultat promis de son nouvel album Les Immortels,
pour laisser guider les fans au bout de son intuition artistique ce vendredi 10 novembre. Allez maintenant direction Vidauban, la 17e nuit des trophées ce vendredi soir également, une soirée de remise et de récompense aux sportifs et membres d'associations sportives vidaubanaises qui se sont particulièrement illustrés au cours de l'année écoulée. On reste toujours du côté de Vidauban avec l'élection Miss Beauty Pulpeuse et Mister Beauty Pulpeux ce samedi 11 novembre. Un jury d'exception sera présent, dont Fabrice de l'émission Pékin Express ou bien encore Laura des Marseillais. L'événement se déroulera à la salle polyculturelle de Vidauban à 20h30. Pour finir ce 105e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, des cérémonies auront lieu à Draguignan en commençant au cimetière américain à 8h30 et en terminant cette matinée au jardin d'Anglaise face au monument aux morts. Bien voilà, c'est la fin de votre hebdo du vendredi. Merci de nous suivre chaque semaine sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site Canal D. Je remercie également Loane, une abonnée Instagram, qui nous a envoyé cette citation. « J'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé. » Et oui, comme quoi il n'y a pas que les fruits qui sont bons pour la santé. Je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve vendredi prochain.